une force de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h, sur François Corse via Stella, évidemment. Ce soir, je vous recommande un grand reportage publié sur le site de l'Obs. Le Myanmar, plus connu sous le nom de la Birmanie, vient de rejoindre les 105 États signataires des principes et engagements de Paris, destinés à mettre un terme à l'engagement d'enfants soldats lors de conflits. Pourtant, les recrutements de mineurs sont toujours réels dans le pays qui figure dans la liste de la honte des pays violant les droits des enfants lors des conflits armés établis par les Nations Unies. Un reportage glaçant, essentiel quand le journalisme trempe la plume dans la plaie. Les titres de votre 20h. L'habit fait-il le politique? Nous en débattons avec le journaliste Thomas Brunel et le consultant en communication Jean-Louis Orlandette, suivi du décryptage, la communication politique par le prisme de la BD, des séries télé et du cinéma. La communication politique est une affaire de discours, de stratégie, mais aussi de communication non verbale et de stature. L'habit fait-il le politique? C'est notre débat de 20h. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Thomas Brunel, journaliste. Oh. Bienvenue. Quelle élégance. Quelle élégance. Quelle élégance. Quelle élégance. Voilà, vous avez la tenue. C'est pour être d'accord avec bien joué. Thomas Brunel, journaliste. Une émission sur le nudisme. C'est vrai, non, on va éviter. On va éviter Jean-Louis. Thomas Brunel, journaliste RCFM pendant le 20h et Jean-Louis Orlandette, consultant en communication. Alors, je voudrais, pour initier, pour commencer notre débat, vous faire agir sur ces quelques mots du journaliste Yvan Levaille. Vous devriez mettre une cravate bleue. Ne dites pas cela. Gardez-vous de déplaire. Les experts en communication ont transformé nos dirigeants en ours bien dressés, qu'on fait danser au rythme du show télévisuel. Une réaction, Thomas? D'accord. Mais complètement d'accord. Même sur la couleur. Même sur la couleur, parce que le bleu prédomine. Peut-être que ça... Mais je ne sais pas si je dois un jour m'engager en politique. Mais bon. Non, c'est vrai. Et je pense que maintenant, on les sent un peu plus figés qu'avant dans les débats. Parce qu'il faut qu'ils respectent des règles, des couleurs, éviter certains mots. Et on ne sent plus cette parole libre qu'avaient certains... candidats aux élections présidentielles ou certains politiques, parce que maintenant, il faut rester dans le cadre. Et si par malheur, on dit que la Guyane est une île, alors là, bien entendu, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Donc voilà, c'est ce cadre-là qui fige un peu plus et un peu trop, à mon goût, les politiques aujourd'hui. Alors vous l'avez bien compris, notre idée c'est de décrypter la communication politique. On prend l'exemple de l'habit fait-il le politique, mais on va aller au-delà, on va élargir les frontières de notre conversation. Jean-Louis, les politiques aujourd'hui plus aseptisés qu'auparavant, plus encerclés par la communication? Ah oui, totalement, beaucoup plus formatés. Il y a, pour exemple, Thomas le disait en creux, les politiques précédemment, on se rappelle toujours de Georges Marchais dans les années 70-80 avec des vestes à carreaux, mais absolument pas. C'était la mode. C'était la mode, il avait quand même des couleurs assez particulières. Plus différents. Giscard d'Estaing, je me souviens, au fort de Brégançon, avec son petit pull enlevé, son costume, le pull enlevé sous le costume, la cravate. Bon, voilà, il y avait une liberté un peu plus grande qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est dû à la communication strictement, aux communicants, ou bien est-ce que c'est dû à un cadre de plus en plus formaté de la société et de la médiatisation du politique? Voilà, c'est là-dessus que la question se joue. Alors, nous allons la poser, cette question, Jean-Louis. Alors, on va prendre plusieurs exemples tout au long de ces échanges, notamment par des photos. Alors, on va commencer avec quelqu'un qui a... ériger un style particulier, une marque, une trace. Je ne parle pas, vous l'aurez compris, que vestimentaire, mais c'est dans la stature, c'est ça qui nous intéresse ce soir dans notre débat. Une photo de François Mitterrand. Vous allez la voir, nous allons la commenter. Voilà, François Mitterrand, reconnaissable, l'écharpe et le chapeau. Très 20e siècle, très début 20e siècle, c'est un peu la patte, c'est des tenues intemporelles, le manteau, le chapeau et l'écharpe.
Mais François Mitterrand, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Hein. C'était pas quelqu'un qu'on formatait et qu'on dirigeait. Mais ce que vous dites, Thomas, c'est intéressant. Intemporel. Oui, voilà. Chez Mitterrand, il y a cela. Encore une fois, c'est pas que l'aspect vestimentaire, mais il y a aussi dans son désir de rester dans les mémoires. Nous avons évoqué cela il y a quelques semaines avec vous, quelques jours avec vous, Thomas. Il y a cette idée chez lui d'ancrer sa période de façon historique, intemporelle. Vous l'avez dit. Hein. Oui. Mais Mitterrand, bon, c'est vrai que dans ses choix vestimentaires, mais aussi par ce qu'il était lui-même, Nous sommes d'accord, les discours, c'était un l'acte. président littéraire, qui avait un fond littéraire. Il s'est toujours pensé d'ailleurs comme écrivain. Ça a été une des passions de sa vie. Et c'est vrai que sa tenue, c'est tout à fait ça. C'est une tenue qui s'inscrit dans la lignée du XXe siècle finissant, je dirais, du XXe siècle littéraire, du XXe siècle de la culture, qui a laissé petit à petit, rapidement même, la place au XXe siècle de la consommation et de la modernité, de l'instantanéité, c'est cela. Voilà, et de l'image. Et de l'image, en effet. Voilà. Mais journaliste, consultant en communication, quel souvenir, si ce n'est, je n'évoque pas les grands discours, mais quel souvenir, quelle silhouette gardez-vous de Mitterrand? Est-ce celle-ci? Vous en avez une autre en tête? Vraiment, quand on vous dit François Mitterrand? C'est le chapeau, l'écharpe rouge. D'accord. Et la rose. Et la rose. Parce qu'il y a ce passage, je voulais vous Voilà, faire quand il fait revenir sur ce passage. c'est sa promenade chaque année. Encore une fois, cela dit quelque chose aussi de la Mitterrandie, de l'action de Mitterrand, le marcheur littéraire. Oui, tout à fait. Marcheur littéraire et marcheur politique. Parce qu'il avait très très bien utilisé cette image en s'abordant Michel Rocard. Évidemment. Lors de cette Non, mais cette racontez, fameuse parce que promenade. c'est exactement ça. C'est là où il a abandonné Michel Rocard en Oui, cours de route, hein, voilà, physiquement. Physiquement, il a abandonné. Jacques et- Lang, lui, s'est accroché. Oui. Et Jack. il avait marqué, puisque Michel Rocard, naïvement, était arrivé sur le lieu de rencontre pour faire cette promenade, et il n'était pas bien, il était en habit de ville, quoi, je dirais. Et Mitterrand l'a affublé d'espèces de chaussures montantes, une veste trop grande. Enfin, il était ridicule, le pauvre, et là, ça a été... politiquement, il a explosé, quoi. Mais on voit Jacques Lang sur la photo. On voyait Jacques Lang sur la photo. Ouais. Il a quand même créé l'événement, Jacques Lang, parce qu'il s'est présenté, il était ministre de la Culture, il s'est présenté à l'Assemblée nationale avec un col Mao. Tout à fait. Et ça a été Interdit, hein. À l'Assemblée nationale, il faut avoir la cravate. Voilà, alors Dans qu'il a dit que l'hémicycle. c'était un créateur Tout à fait. français, alors que les costumes de certains députés, venaient d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a toujours un message à travers le costume et à travers l'aspect. Un message, et en plus, tout à l'heure, on parlait de Georges Marchais. C'est en 1988, la fête de l'UMA avait accueilli le défilé Yves Saint-Laurent, qui était vraiment deux mondes antinomiques, quoi. C'était Encore une fois, un message politique. Et c'était un message politique du Parti communiste à l'époque, la défense des ouvrières, des ouvriers, des petites mains de la mode française, couturières. qui représentaient un savoir-faire qu'il fallait préserver, etc. Et c'était une classe ouvrière d'élite qu'il fallait magnifier, quoi. Donc il y a toujours un message politique derrière l'apparence. Enfin, aujourd'hui, je sais pas, mais... Derrière l'apparente futilité d'un costume, d'une chemise, d'un pantalon, il y a un message politique, Jean-Louis, vous venez de le dire. Alors, autre président, le Chirac style. Chirac style, c'est particulier. C'est aussi quelque chose fait de décontraction. Mais encore une fois, alors là, c'est une image fin des années 70. Il y en a d'autres chez Jacques Chirac. Il y a cette idée que Chirac impulse quelque chose de moderne, de nouveau, notamment à partir du milieu des années 80. Libéralisme exacerbé. On commence à parler de libéralisme économique, véritablement. Privatisation. Il y a cette idée de la décontraction politique. C'est concomitant. Un peu l'américaine, Ouais. sur son canapé. Là, c'est celle-ci. C'est le style américain, ça. C'est décontracté. Il y a Reagan qui série est président. américaine. Et oui, il y a Reagan qui est président. bon. Et c'est un modèle pour Jacques Chirac, Reagan, y compris politiquement, la privatisation en Ah oui, tout à 86. fait. Et ce qui était amusant avec Chirac, cette espèce de bonhomie du personnage qui arrive à prendre les habits de la bourgeoisie et à les décontracter, et à les rendre presque populaires par son attitude. Et ça, c'est un jeu, une habileté du jeu chiracien qui a été très fort et qui se traduisait après en termes politiques, parce que cette habileté, cette facilité à pervertir, je dirais, un outil pour le faire passer de manière beaucoup plus souple et beaucoup plus facile, il avait vraiment cette finesse, quoi. Alors Thomas, un homme politique corse, avec de la finesse, on a beaucoup dit également avec du charisme, un surnom, le renard argenté. Jean-Paul de Rocazer. Il était élégant et parfumé.
C'est vrai, et puis Je rigole, non, c'est la formule. Voilà. C'est la formule qui est... Élégant et parfumé. Mais une anecdote concernant l'Assemblée de Corse. Souvenez-vous, 1998, lorsque Paul Coastane interpelle le préfet Bonnet. Oui. Comment est-il habillé? Il n'a pas de cravate, il n'a vrai. pas de costume. Il est dans le militantisme, il est dans la protestation. Il a une chemise, me semble, rouge. Voilà. Aujourd'hui, donc quelques années plus tard, les nationalistes sont au pouvoir en Corse. Comment sont-ils habillés? Ils ont le costume, ils ont la cravate, bleue d'ailleurs. Voilà, donc le pouvoir amène aussi à un changement de style. Ouais. Parce que voilà, il faut avoir donné une belle image. Et voilà, donc le changement du militantisme et de la protestation et de la revendication, on a la chemise rouge, mais lorsqu'on est au pouvoir et quand on a les manettes d'une région, on a le costume et la cravate. Il y a une évolution là aussi. Pourtant, le message est le même. Oui, parce qu'il faut à un moment donné, le pouvoir s'incarne et se manifeste. Il y avait c'est Roland Barthes qui écrivait, mais il est sur la littérature. Il écrivait que le style, à un moment donné, peut suppléer le fond et créer un fond nouveau, créer un contenu par la forme. Et en politique, là, cette évolution, on la voit, parce que c'est vrai qu'une fois arrivé au pouvoir, les mouvements nationalistes sont obligés aussi de rassurer, d'afficher une image de sérieux, de tranquillité. Enfin, moi, je vois mal aujourd'hui un élu, un président de l'Assemblée, arriver en t-shirt et en jean. En 2015, ce qui est toujours... on va parler de l'Espagne. En 2015, lorsque Podemos rentre en masse au Congrès des députés, je crois qu'il y a 46 élus, alors, l'image qu'on avait du Congrès des députés avant, c'est une image grise, bien coiffée, bien parfumée aussi, cravate, etc. À partir de 2015, on a une photographie de ce Congrès des députés en Espagne avec des couleurs, avec des cheveux. Le poil et la couleur après a fait son entrée au Congrès. Et une députée espagnole assez conservatrice, c'est-à-dire même l'odeur a changé. Donc voilà, là aussi il y a un bouleversement. Pourquoi? Parce que alors Podemos entre, le peuple entre au Congrès et ça change complètement aussi la couleur de ce Congrès. Donc, mais ils ont gardé quand même leur tenue criarde et qu'ils avaient avant. Parce qu'ils ne sont pas encore au pouvoir. Mais voilà. Mais ils rentrent. Mais l'Assemblée, le Congrès des députés espagnols a changé de couleur ce jour-là. C'est le message politique aussi qui est délivré. Je voudrais qu'on revienne tout de même au président de l'exécutif, Gilles Simeone, et au président de l'Assemblée, Jean-Guy Talamone. Jean-Louis, vous avez pointé quelque chose d'assez juste, et Thomas également, cette différence entre... d'une part la contestation, en tout cas l'opposition, et la gestion du pouvoir aujourd'hui, cela participe à, je vais dire rassurer, parce qu'on a beaucoup entendu cela au moment de l'élection, il fallait rassurer l'opinion publique, il fallait rassurer sur la façon dont il pouvait gérer les institutions corses. Cela participe aussi de cela, au message qu'on envoie, à la communication non verbale, la communication, je ne vais pas dire comportementale, mais vous voyez la stature. Visiblement, oui, puisque c'est ce qui se passe. Vous conseillerez ceci, vous, le consultant en communication qui avait conseillé des hommes politiques insulaires, est-ce que vous leur conseillez de faire président? Pardon l'expression, de faire président. Moi, j'en conseillerais surtout d'être comme ils ont envie d'être. Et je pense que concernant Jean-Guy Talamone et Gilles Simeone, ils ont envie d'être comme ça, ils incarnent aussi un pouvoir. Ils ont des rapports quand même avec les représentants de l'État, donc bon, il y a État donné à prendre en compte, mais ils ont chacun leur petite différence. Gilles Simeone, on l'a vu arriver souvent avec des costumes bleus, avec des revers un petit peu différents. Jean-Guy Talamone est plus dans le sérieux, mais ça correspond à sa personnalité. Une sorte d'austérité. De sérieux, je dirais. Voilà, ils ont chacun, ils traduisent quand même leur personnalité à travers. Après, en termes de costume, cravate, bon. Non, mais cela, encore une fois, je répète, on décrypte la communication politique. Il y a derrière l'idée qu'on envoie des messages aux citoyens, on envoie des messages de gestionnaires. C'est aussi cela. L'exemple de Paul Coastane a été criant, l'exemple de Thomas sur Paul Coastane. Oui, tout à fait. Non, et puis il y a 50 ans de lutte, 45 ans de lutte derrière tout ça, pour arriver au pouvoir en Corse. Quand on y arrive, il faut marquer quand même une différence et montrer que tout ce passé a servi à ça. Et quand on arrive au pouvoir, il faut prendre les habits du pouvoir. Ça se passe comme ça. C'est ce qui a manqué peut-être à certains dirigeants, présidents
Nicolas Sarkozy, et on l'a souvent dit, Nicolas Sarkozy, surtout François Hollande, de ne pas être entré dans la fonction. Il y a le pouvoir et il y a les attributs de pouvoir. On a souvent pointé Il y a la du doigt stature cela. qu'on se crée en tant que... À moins qu'on veuille différent. Là, je regardais par exemple le débat des présidentielles avec tous les candidats. Tout le monde était en costume plus ou moins bleu, sauf Mélenchon qui veut montrer sa différence. Qui marque Avec, une différence. voilà. Ouais. Donc après, il y a le message qui passe, comme vous le dites, à travers sa tenue. Oui, mais Thomas a raison. Mélenchon qui traduit vraiment son discours d'appartenance à une classe ouvrière, etc., avec ses vestes type veste forestière, qui sont un peu plus populaires, et qui veut à tout prix trancher, surtout à une période où le coût du costume en fait la une des C'est médias. pas faux. C'est pas faux, Perceval. 40 secondes pour donner vos arguments. C'est passé très vite. Pour donner vos arguments, résumer votre pensée. L'habit fait-il le politique la communication qui commence avant le journalisme. Jean-Louis. Alors, l'habit fait-il le politique? L'habit habille et traduit le politique. Et il exprime d'une certaine manière ce qu'il peut dire ou ce qu'il doit dire. Je vois pas où sont Je vous le dirai, vous inquiétez pas. D'accord. Donc, l'habit, je pense pas qu'il le fasse réellement. Il l'aide à passer dans l'opinion, il aide à faire passer un message. Bon, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, l'habit est tellement serré, tellement étroit, il devient un carcan pour les hommes politiques. Et il serait peut-être temps de passer à une autre forme de liberté. Oh, le message subliminal à 9 secondes de la fin du chrono, mon cher Jean-Louis. Bien joué. Thomas, vous devriez mettre des cravates bleues. Oui. Non, mais je suis persuadé que l'habit fait le moine. En France notamment, en Italie aussi. C'est-à-dire que l'apparence compte énormément dans la société. Et les gens qui veulent être différents, si on veut être différent, il faut le faire avec talent et élégance aussi. Mais c'est vrai que l'habit fait le moine. L'apparence compte beaucoup. Et maintenant, on est dans une société où l'image prend une place énorme, les couleurs prennent une place énorme. Il faut être, bien entendu, dans le courant. Mais justement, et là je rejoins notre ami Orlandais, il sait qu'à un moment donné, la cravate, il faut un peu la laisser serrer. Il faut un peu, se mettre en position comme l'a fait Chirac sur son canapé et être soi-même. Voilà. Moi, j'ai un conseil à donner à les hommes politiques, en toute modestie, c'est soyez vous-même. Soyez vous-même. Nous aurions pu d'ailleurs, dans nos échanges, évoquer à l'international Nixon-Kennedy dans les années 60. Kennedy qui gagne l'élection en partie grâce à l'image télévisuelle, à cette gravure de mode qu'il représentait presque. C'est intéressant. Ça, on n'a pas parlé de la reine d'Angleterre quand même. Non, on n'a pas parlé de la reine d'Angleterre. C'est qui elle alors, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Mais finalement, c'est elle qui a raison. Elle est toujours là. Vous avez raison. La décontraction de Obama. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange autour de la communication politique. Et justement, décrypter les enjeux liés à la communication politique. Quand la BD, la télévision et le cinéma questionnent le politique, c'est le débrief culturel de Pendant le 20h avec notre libraire Marcel Petriccioli et notre cinéphile et historien Xavier Affre. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Xavier Affre, cinéphile historien, Marcel Petriccioli, chroniqueur littéraire pour le magazine Parole de Corse et libraire pour Pendant le 20h. Qu'avez-vous retenu des échanges précédents, Marcel? Moi j'étais content qu'on parle de Georges Marchais. Voilà, parce que je pense que Georges Marchais a fait de la com, mais malgré lui. Quand je repense à cette période, le premier homme politique qui me vient, c'est Georges Marchais. Voilà, sans le faire, en étant lui-même. Voilà, il a fait de la com, avant l'heure peut-être. Xavier? Étonnamment, c'est Jacques Chirac, comme quoi... Droite-gauche. La vraie droite, j'allais dire décontractée, non pas la droite décomplexée, petite nuance. Mais là aussi, je trouve que, le fait qu'on parlait de Marchais et de Chirac, ce qui m'intéresse aussi peut-être aujourd'hui, c'est de dire que j'ai l'impression qu'il fut un temps où les communicants excédaient déjà, mais les hommes politiques les maîtrisaient. Maintenant, je pense que c'est les communicants qui maîtrisent un peu les hommes politiques, et les hommes politiques sont très dépendants, et je suis très inquiet, moi, quand même. Oui, on aurait du mal peut-être à voir aujourd'hui un homme politique affalé comme le fit Chirac dans les années 80. Marcel, la communication politique par terreur graphique et Christian Delporte, c'est votre premier choix. Oui, j'aime bien le sous-titre, ça s'appelle « L'art de séduire pour convaincre ». Alors je vous emmène en 1956, où il y a un tout jeune journaliste qui s'appelle Joseph Napolitane, qui va inventer un nouveau métier. En fait, il ouvre une agence de communication en conseil politique. Son premier client, c'est le maire de la ville où il exerce. Personne ne le connaît, il s'appelle O'Connor. Il va appliquer une méthode en 3 points pour la première fois. Monopolisation des médias, pour faire connaître son candidat. Relooking, pour séduire. Et discours axé sur les émotions. Qu'est-ce qui arrive? O'Connor gagne les élections.
Et ce Napolitano, vous savez qui va faire appel à lui à 4 ans plus tard, vous l'avez dit, c'est Kennedy qui fait appel à lui. On dit que c'est en partie grâce à ça qu'il aurait gagné les élections. Donc voilà, c'est une BD qui part des origines jusqu'à nos jours, qui nous apprend toute l'évolution qui est dans les communications politiques et surtout qui montre le poids qu'ont maintenant les agences de com. Elles sont de plus en plus grosses, de plus en plus importantes. Il y a de tout maintenant dans les agences de com. Des journalistes, des psychologues, des graphistes, des démographes, des sondeurs, des réalisateurs de films. Des sémiologues. C'est fini le simple conseiller. Donc toutes ces BD nous montrent ça. Et franchement, c'est hyper efficace. C'est très bien fait. Alors c'est pas une histoire, hein, c'est plutôt case par case qui nous montre tout cela. Et surtout, ce qui nous montre, c'est que dans nos sociétés qui est ultra communicante, c'est mondial, très codifié, que ça a complètement changé la donne, la manière de faire de la politique. On n'élit plus maintenant un bon politique, mais un bon candidat. C'est exactement ce que veulent nous montrer les auteurs. Et ils y arrivent d'une manière très didactique, ça se lit mais facilement. Il y a 2 petites réserves. C'est une fois que vous avez lu ça, vous risquez de vous radicaliser et surtout de ne pas aller voter. Ce sont les Spin Doctors qui sont décriés aussi dans la bande dessinée. Exactement. Et les Spin Doctors, justement, sont au cœur du film que vous présentez, Xavier. Oui, un retour en arrière, 20 ans quasiment, 1997, des hommes d'influence de Barry Levinson. Alors, la réunion au sommet, j'allais dire, de 2 stars quand même, Dustin Hoffman et Robert De Niro. Le film, je trouve, a un peu vieilli. Pas dans son propos, mais dans la forme. C'était pas déjà un grand film en soi, mais bon, c'était un plaisir de voir ces 2 monstres sacrés ensemble. Et puis, effectivement, cette histoire des conseillers du président. Le président fait quelque chose d'horrible. Il y a quelque chose en rapport avec une petite chose sexuelle. Et du coup, comme il y a les élections bientôt, ils sont chargés de faire oublier ça aux gens. Alors, quelle idée ils ont ? C'est d'aller inventer une guerre dans un pays obscur en Europe que les Américains peut-être ne connaissent pas d'ailleurs. Et du coup, pour détourner l'attention. Alors on se dit que 20 ans en arrière, et par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, on n'est peut-être pas très loin de la vérité, que le film est à revoir avec cette optique-là. Et voilà, manipulation médiatique, rôle des conseillers. Il faut bien le dire, je ne veux pas mettre tous les conseillers dans le même sac, parce que je ne veux pas me mettre à dos tous les conseillers des hommes politiques, mais non, ça vous plairait bien. Une majorité de ces conseillers quand même ont un petit peu sali les fonctions et les statures des hommes politiques, qui ne demandaient peut-être que de ça, je ne sais pas, et donc du coup qui sont très 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 présents. Et du coup, le film montre vraiment les dérives. Le film, il y a beaucoup d'humour, mais en le revoyant, c'est un film inquiétant quand même. Et on se dit que 20 ans après, finalement, je pense que le film était très en deçà de probablement ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière de conseil. Magnifique lecture quand on regarde l'histoire, la guerre en Irak avec Bush et Powell sur ces fausses armes de destruction massive en Irak et même aujourd'hui à l'aune de ce que l'on appelle les fake news, ces informations inventées de toutes pièces pour convaincre l'opinion publique de voter pour un candidat. Tout cela s'est décrypté dans ce film également. Et les affaires aujourd'hui, même si on ne développe pas trop, mais les affaires, c'est ça. C'est simplement les affaires qui sortent chez les uns, chez les autres, c'est des conseillers derrière. Faut pas se... Ces fameux cabinets noirs, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Non, mais c'est les conseillers, les candidats qui expliquent comment... voilà, c'est tout simplement. Marcel, Élisez-moi. Oui, Kiev, chez Baka BD. Tout simplement, la chronique d'une élection présidentielle. Là aussi, une chronique ordinaire. C'est un candidat que personne ne connaît, qui se présente à l'élection présidentielle et qui va apprendre à devenir un bon candidat. C'est quelqu'un d'ambitieux, qui est plein de bonnes idées, mais pareil, grâce à certains conseillers, son idéal politique, il va vite changer, il va vite apprendre que c'est pas ça qui fait gagner une élection. Donc c'est une BD, c'est une parodie, c'est comique, évidemment, mais qui nous montre tous les dessous d'une campagne présidentielle. Quand je dis tous les dessous, c'est tous les dessous. Les tricheries, les contradictions, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous allez le découvrir dans cette BD. Là où c'est très fort, justement, c'est qu'ils prennent des candidats ordinaires, pas connus, pour vraiment démontrer tout ça. La BD éclaire aussi la politique. Avec des gros sourcils. Ah oui, je ne sais pas si si je peux me permettre. Je ne sais pas. Voilà. Et La Conquête, Xavier, au cinéma, La Conquête. Alors là, on passe dans un niveau... dans un film mais dans un film qui n'est pas terrible, mais qui est intéressant à voir. Non, pas pour le sujet. Qui n'est pas terrible, mais qui est vraiment à voir parce qu'il permet... Qui est même franchement mauvais. C'est étrange que vous le... Ça m'embête de dire ça pour Denis Podalides, mais effectivement un peu raté même, de Xavier Duringer, mais qui permet de voir les dessous d'une campagne. Alors le côté pipolisation aussi, finalement, de la vie politique est là présent. Donc bon, ça à mettre de côté, mais on va rappeler, dessous d'une campagne. C'est les dessus de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. On peut, par contre, autant voir si c'est possible. Il y a une série qui s'appelle The Newsroom,
intéressante parce que... Beaucoup plus intéressante. Voilà, intéressante parce qu'on parle de journalisme, mais c'est une équipe de journalistes qui essaye de décrypter, surtout de dénoncer les dérives de com des différents politiques. Ça, c'est écrit par Alan Sorkin, on ne le présente plus, notamment créateur d'une série que vous aimez beaucoup. The West Wing. The West Wing, et puis il a écrit il n'y a pas très longtemps la biographie de Steve Jobs. Réalisée par Danny Boyle, quand il faisait de bons films. Et un film à voir absolument, moi j'y tiens, c'est L'Exercice de l'État de Pierre Scheller. Oui, je le conseille parce que, exceptionnel. Si vous voulez vraiment voir les dessous d'un cabinet ministériel, du ministre des Transports, joué par Olivier Gourmet, je trouve ça, c'est sidérant. Et là, encore une fois, la place importante du directeur de cabinet qui centralise, qui explique tout, qui met en relation les gens, la communication, c'est vraiment essentiel. Peut-être le meilleur film politique français de ces dernières années. Même dans la tradition des grands films américains. Oui, c'est vrai. Dans la tradition des grands films américains des années 70. C'est important de le mentionner. Ce qui est rare par chez nous. À l'époque où le cinéma américain était hautement politique, il est beaucoup moins à présent, beaucoup plus mainstream. On va le dire comme ça vous convient? Tant qu'il n'est pas trumpien, écoutez, ou trumpiste. On verra bien dans les années à venir. Merci à vous deux d'avoir débriefé notre débat du soir sur la communication politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite, même lieu, même heure. Ça se passe pendant 20h.